d'abord donc cette information du week-end TF1 LCI. Pourquoi Pavel Durov, le patron franco-russe de Telegram, a-t-il été arrêté près de Paris? Telegram, c'est cette messagerie qu'adorent notamment les ultranationalistes. Cette arrestation, elle provoque des remous partout dans le monde, presque. Des remous particulièrement, bien sûr, avec la Russie. S'agit-il d'une arrestation quelque peu politique? S'agit-il même d'un acte de représailles contre la Russie et contre le Kremlin? Et qui est donc cet homme qui suscite ce petit séisme? On va en parler avec nos invités que je salue sur ce plateau. Vera Grantseva, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous êtes enseignante à Sciences Po et vous avez étudié en face de cet homme-là. Alors, je ne veux pas dire que vous le connaissez intimement, mais vous avez pu quand même l'observer. On va en parler dans quelques instants. Bonjour Gallagher Fenwick, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être là. Vous êtes grand reporter et spécialiste des questions internationales. Bonsoir Eric Bonin, merci. Je suis ravie également. Vous êtes chercheur associé chez Open Diplomacy. Vous êtes analyste géopolitique Europe centrale et vous êtes auteur de La guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective? Pavel Durov, arrêté au Bourget. Ce que l'on sait, qui est cet homme, ce franco-russe arrêté? On va retrouver Nivine Potros pour en savoir un tout petit peu plus sur le fond de l'affaire. Nivine, bonjour. Bonjour Amélie. Alors Pavel Durov, c'est un peu le Mark Zuckerberg russe, comme le surnomme la presse. Il a 39 ans, il est né à Saint-Pétersbourg, il est grandi et étudie, tout juste diplômé. Il décide de fonder en 2006 avec son frère Von Contact, qui est l'équivalent russe de Facebook. Le succès est immédiat, 100 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Évidemment, cela ne plaît pas au Kremlin qui tente à plusieurs reprises d'en prendre le contrôle, notamment pendant le soulèvement ukrainien de la place Maïdan. Durov préfère tout simplement quitter le pays et dénonce publiquement des pressions. C'est dans ce contexte qu'il crée Telegram en 2013, toujours avec son frère Nikolai. Et la particularité de ce réseau social, c'est qu'il est crypté, car Pavel Durov est un libertarien revendiqué. C'est un sacré chef d'entreprise, à succès, vous le démontrez, mais c'est aussi une personnalité, et une personnalité inclassable. Exactement, l'homme n'hésite pas à se mettre en scène sur ses réseaux sociaux, comme par exemple sur cette vidéo dans laquelle on le voit prendre un bain glacé, même s'il est très discret sur sa vie privée. On le voit très peu entouré par exemple de sa compagne, il est solitaire, il le revendique, même s'il affirme par exemple être le père de 100 enfants grâce à ses dons de sperme, un devoir civique selon lui. Il explique tantôt ne manger que du poisson, tantôt ne rien manger du tout. Il vit entre Dubaï, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Et c'est à ce titre qu'il est naturalisé français en 2021 via une procédure exceptionnelle appelée l'étranger émérite, qui est théoriquement attribuée aux personnes qui participent au rayonnement international de la France, même si pour son cas, c'est assez flou. Donc il revendique être le père de 100 enfants. C'est quand même pas mal. Que lui reproche la justice française? Eh bien là encore, c'est assez flou. Il est visé par un mandat de recherche. Selon nos informations, la justice française lui reproche l'absence de modération, de coopération et les outils proposés par Telegram qui le rendent complice de trafic de stupéfiants, d'infractions pédocriminelles ou encore d'escroquerie. La plateforme, évidemment, a démenti, expliquant que Telegram se conforte aux lois européennes, y compris le règlement sur les services numériques. Son action de modération est dans la norme du secteur. Cette arrestation, en tout cas, a eu l'effet d'une bombe, on peut le dire comme ça, Nivine, c'est ça, en Russie? Oui, d'abord, évidemment, sur Telegram, qui, je vous le rappelle, est la messagerie utilisée depuis le début de la guerre par les blogueurs militaires, ce qu'on appelle les 1000 blogueurs. L'un de ses commentateurs, par exemple, Alexei Soukokhin, écrit que désormais, tout est en péril avec cette photo d'un missile sur lequel il est écrit « pour Durov ». Ripar, qui est l'un des plus importants canaux Telegram, explique qu'il nous enlève notre seul moyen de communication, ou plus ou moins normal. Cela revêt une importance vitale. Le sénateur et journaliste Alexei Pouchkov accuse la France d'être une dictature libérale. Accusation également reprise par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui dénonce les doubles standards, car lorsque la Russie avait tenté de fermer Telegram, 26 ONG occidentales
avait invoqué la liberté d'expression. La propagandiste Margarita Simonai conseille à tous ceux qui le peuvent de tout simplement supprimer l'application. Pourquoi ? Car selon elle, le gouvernement français va mettre le nez dedans. Selon le média Baza, la consigne aurait également été passée aux employés de l'administration russe. La réaction russe, en tout cas, en dit long sur l'importance de cette arrestation. Oui, et puis on va y revenir longuement. Merci beaucoup, Nivine, pour tous ces faits, pour toutes ces explications. Je me tourne bien sûr vers vous d'abord, Vera Grandseva. Je le disais, vous avez étudié dans la même université. Je ne dirais pas que vous l'avez fréquenté, encore une fois, personnellement. Vous n'avez pas été amis, mais vous avez pu l'observer. Quel homme avez-vous observé ? Oui, effectivement, on a fait les études à l'université de Saint-Pétersbourg, donc c'est l'université principale de Saint-Pétersbourg, même de toute la Russie. Pavel Durov était à la faculté de la philologie, moi j'étais à la faculté de la philosophie, mais aussi un peu la philologie après, parce que j'ai fait double parcours, philologie et philosophie. Et à l'époque déjà, je me rappelle qu'il a lancé des projets pour la communication entre les étudiants. Il a créé un forum, mais bon, on ne savait pas qui était derrière, c'était assez anonyme, donc ces projets principaux quand même, comme Contacté et Telegram, il a créé plus tard. Et donc, c'est après coup qu'on a connu, qu'on a fait les études avec Pavel Durov, celui qu'on connaît aujourd'hui comme effectivement quelqu'un qui a beaucoup changé l'espace de communication en Russie. Donc bon, on sait qu'en Russie, il a une réputation de quelqu'un assez extravagant, comme vous avez aussi mentionné. Bon, il a des idées assez particulières sur sa vie privée. Mais bon, ça à mon avis, ça ne regarde pas le sujet qu'on discute aujourd'hui. Après, quand on voit les réactions des autorités russes, ça paraît assez ridicule, parce qu'on sait que Pavel Durov a dû fuir la Russie, il était expulsé presque de la Russie. Son projet qu'il a fondé, le premier Contacté, donc l'analogie, la copie de Facebook russe a été réquisitionné par le FSB carrément. Il a décidé de ne pas céder aux demandes de la FSB, donc de la service russe secrète, qui lui demandait de partager les données des manifestants russes et ukrainiens. Il a dû quitter la Russie. Donc aujourd'hui, c'est tout sauf qu'il veut retourner en Russie. Oui, c'est très particulier parce que même certains membres de l'opposition dénoncent l'arrestation de cet homme-là, puisqu'il garantit une forme de liberté de communication qu'il n'y a quasiment plus dans ce pays. On va y revenir. Mais d'abord, moi, je voudrais comprendre les motivations de la France dans l'arrestation. Ça reste quand même une grande interrogation à quelques heures après qu'on ait dévoilé cette information dans le groupe. Est-ce qu'on peut parler d'une arrestation un peu politique ? Est-ce que c'est ça ce qu'il y a derrière, une forme de représailles, de réponse de la France à la Russie, au Kremlin? Alors, en vrai, dans une guerre informationnelle. C'est très difficile de le dire. Je suis pas dans le secret, mais je pense pas en fait, parce que comme ça vient d'être dit, Pavel Durov n'est plus véritablement quelqu'un de russe en fait. Son application, effectivement, elle a un intérêt stratégique en Russie. Ça a été un peu abordé par Nivine Botros, mais très concrètement, en fait, Pavel Durov n'est plus vraiment russe. Au-delà des réactions, des cris d'orfraie venus du Kremlin, qui l'utilise un peu comme des fins de propagande, mais très concrètement, Pavel Durov n'est plus vraiment russe. Il est éventuellement dubaïote, un peu français, mais il est plus vraiment russe. Donc moi, je l'interprète pas du tout comme une arrestation, vraiment une espèce de représailles vis-à-vis de la Russie. C'est plutôt, à mon avis, l'impact, il va être surtout sur la façon dont la Russie utilise l'application, qui est un peu différent de Pavel Durov. C'est-à-dire que concrètement, donc au-delà effectivement de l'utilisation criminelle que font certains réseaux criminels de l'application Telegram, Telegram c'est aussi une application qui est utilisée en Russie et par les ascètes russes pour se synchroniser, que ce soit en Ukraine, en Afrique, pour faire de la désinformation, pour faire aussi de la communication militaire en Ukraine et vis-à-vis du monde. Et donc c'est ça, à mon avis, le cœur du sujet, à mon avis, le cœur de son arrestation, et c'est sans doute pour ça aussi que le Kremlin s'inquiète, c'est qu'effectivement Pavel Durov pourrait tout à fait donner en fait, aux services français et peut-être même à d'autres services occidentaux, accès à certaines parties du programme Telegram, ce qui pourrait potentiellement permettre aux Occidentaux de mieux se défendre contre la désinformation et contre des activités de déstabilisation de la Russie. Comme on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux et pas que Telegram, il y a aussi X ou Facebook dans la vie. Gallagher Fenwick, vous l'avez vu certainement comme moi, certains disent oui, mais la France n'a-t-elle pas détecté des rapprochements récents entre cet homme et le Kremlin? Ça fait partie des théories de se dire effectivement jusqu'à récemment, il était même dans une distance, voire même il se faisait taper dessus par Dmitri Medvedev notamment, qui lui en voulait d'être quasiment dans une forme d'opposition en ne voulant pas donner d'informations au Kremlin. Mais vous le savez, il y a des rumeurs et finalement, est-ce qu'il ne voudrait pas céder son application même à Poutine lui-même, etc. Est-ce que c'est ça ce qui se joue derrière? C'est compliqué de l'établir. Il y a plusieurs faits quand même qui posent question. Le premier d'entre eux, c'est ce passage par l'aéroport du Bourget de la part d'une personne qui se déplace en jet privé.
qui pèse plusieurs milliards et dont on peut estimer qu'il est plutôt bien renseigné sur les éventuels risques qu'il encourt en s'arrêtant, en faisant un arrêt par une ville où il n'est pas obligé de s'arrêter. Donc est-ce que c'est une simple erreur de débutant ? J'ai beaucoup de mal à y croire parce que ça vient d'être expliqué dans l'excellent portrait qu'a fait Nivin Potros à l'instant. C'est quelqu'un qui a déjà été confronté à des démêlés avec des justices en Russie, mais pas seulement. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été organisé, un accord qui a été passé. Mais il y a des précédents en la matière. Vera l'a expliqué également. Il a été forcé. Il avait deux options concernant VKontakte. D'ailleurs, il déteste d'être comparé avec Mark Zuckerberg. Je pense qu'il est plus proche de quelqu'un comme Elon Musk, du fait de son côté libertarien, que Zuckerberg. On met ça de côté. Quand il accepte de vendre pour 150 millions de dollars VKontakte à des proches du Kremlin, on lui demande effectivement de quitter le pays, mais il a pu revenir. Il a pu revenir voir sa famille à Saint-Pétersbourg. Donc, est-ce qu'il y a une totale indépendance par rapport au Kremlin ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un accord avec le Kremlin ? C'est possible. Vous faites allusion à des contacts avec Vladimir Poutine ou avec le Kremlin. C'est impossible pour moi de le vérifier. Mais vous savez que Vladimir Poutine s'est rendu en Azerbaïdjan tout récemment. Il y aurait vu, j'emploie le conditionnel, Pavel Durov. J'ai bien aimé ce qu'a dit Ulrich, c'est-à-dire que clairement, Pavel, c'est un citoyen du monde aujourd'hui qui se déplace avec une facilité, si vous voulez, qui est due à ses moyens financiers, mais aussi l'univers, l'écosystème dans lequel il évolue. Il y a un autre personnage qui est clé dans cet écosystème, c'est son frère Nikolai. Lui, c'est un peu la tête d'affiche de Telegram et VKontakte. Donc il y a toute une philosophie qui accompagne ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. Quand vous commencez à faire des recherches sur lui, vous tombez dans cet article qu'on connaît bien ici. Tucker Carlson l'adore. Vous voyez qu'il y a Poutine, vous voyez qu'il y a des libertariens, Elon Musk. Et d'ailleurs, vous allez sur Twitter. Alors, s'il y a une personne qui est furieuse et qui crie haro sur la justice française et attaque contre la liberté d'expression, c'est Elon Musk. Et ça, on va y revenir dans un instant parce qu'il y a tout le mouvement qui l'accompagne derrière qui est important à analyser également. Mais quant à l'éventualité d'un rapprochement entre cet homme que certains qualifiaient pourtant quasiment dans l'opposition du Kremlin se soit rapproché de Poutine, est-ce que vous avez des informations qui vont dans ce sens, qui expliqueraient peut-être que la France recherche à en savoir un peu plus dans le cadre d'une guerre, encore une fois, informationnelle avec la Russie ? Rapprochement avec Poutine et avec le système politique russe, plutôt non, vu l'idéologie que partage Durov. En fait, il est très effectivement libertarien, il est très contre l'État, il est très proche même à l'anarchisme, si on le dit tout clairement. Donc je ne crois pas. Par contre, je crois qu'au fur et à mesure que son projet prenait l'ampleur en Russie et dans le monde entier, il a dû quand même céder un tout petit peu ses principes et coopérer avec les gouvernements locaux. Donc il a dû céder dans quelques parties. On sait qu'à partir de 2021, il a commencé à bloquer les comptes des opposants sur Telegram en Russie. Il a partagé certaines données aussi des opposants avec le gouvernement russe. Ils étaient arrêtés après. Donc on voit qu'il y avait quelques mouvements qui étaient faits pour coopérer, mais aussi, selon Pavel, c'était ses règles du jeu. Donc il a accepté de céder un peu, mais pas tout, et surtout pas ouvrir tout et donner les clés à 100% au gouvernement de n'importe quel pays. D'ailleurs, il a résisté partout. Il a résisté en Allemagne, peut-être en France aussi. Donc je ne crois pas que c'est le rapprochement politique, et je ne le vois pas parce que voilà, on voit sa personnalité. Et dans son dernier interview aussi à Tucker Carlson, il a confirmé encore une fois. Mais céder, vu que le projet devient très important et il veut quand même que sa messagerie devienne une des plus fréquentées, il veut dépasser WhatsApp, peut-être il a dû céder quand même. C'est quand même passionnant de voir à quel point une messagerie comme ça, qui impacte près d'1 milliard de personnes d'abonnés, enfin c'est-à-dire direct, parce que l'impact est en fait bien au-delà du coup, ce qu'il influe sur la planète, mais le mystère qu'il recouvre malgré tout. Et ça c'est quand même passionnant, on va y revenir dans un instant. Mais comme on parle des réactions qui nous interrogent, parce qu'elles viennent de tous bords, des pro-Kremlin et de l'opposition. Certains, encore une fois, condamnent cette arrestation. On prend la direction de Moscou pour en parler avec vous, Jérôme Garraud. Bonjour et merci, j'allais encore dire bonsoir. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, Jérôme. De votre côté, quelles sont les réactions que vous entendez, lisez, analysez suite à cette arrestation ?
Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse officielle du Kremlin, même s'il avait déjà tenté par le passé de soumettre cette application Telegram, comme vous le disiez. D'ailleurs, ces dernières années, à plusieurs reprises, les services de l'application ont collaboré avec les autorités russes. Alors d'après certains médias ici, plusieurs responsables du ministère de la Défense ou carrément du Kremlin auraient reçu l'ordre d'effacer la totalité de leur correspondance sur l'application par crainte que les services occidentaux finissent par avoir accès aux clés de chiffrage et donc aux conversations. Ici, à Moscou, le vice-président de la Douma, donc du Parlement russe, a officiellement interpellé le ministère russe des Affaires étrangères pour que soit demandée la libération du patron de Telegram ou son transfert vers les Émirats arabes unis ou vers la Russie. Hier, il y a eu une petite manifestation aussi devant l'ambassade de France. Des avions de papier, symbole de Telegram, étaient déposés devant le bâtiment. Alors il n'y avait pas tant de monde que ça, il n'y avait pas énormément de monde, mais la nouvelle de cette arrestation, c'est une actualité qui est très très commentée aujourd'hui en Russie, parce qu'il faut savoir que ici c'est vraiment une fierté nationale et une application ultra populaire dont tout le monde se sert. Vous en parliez, des blogueurs ultra nationalistes jusqu'aux membres de l'opposition. Donc vous voyez un petit peu le paradoxe de la situation. Merci beaucoup Jérôme, on se retrouve un tout petit peu plus tard sur un autre thème. Merci à vous. Nivine Potros, alors là on a vu les réactions en Russie, mais il y a des réactions mondiales en réalité. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de complotisme qui accompagne cette information sur les raisons de son arrestation, etc. Ça nous en dit long, ça aussi. Exactement, Gallagher l'évoquait. C'est vrai que la particularité de Pavel Durov, c'est quelqu'un qui est très mystérieux, qui donne très peu d'interviews, notamment ce qu'on peut appeler aux médias traditionnels. Sa dernière longue interview, c'était donc à Tucker Carlson aux États-Unis, qui est lui aussi une figure qu'on peut dire complotiste, en tout cas qui est suivie par de nombreux complotistes. Et forcément, le mystère autour de sa communication et le mystère autour des motifs de son arrestation fait que toutes les théories du complot émergent. Alors il y en a plusieurs. Il y a celle effectivement selon laquelle il se serait rapproché dernièrement du Kremlin, ce qui expliquerait cette volonté française effectivement de récupérer les informations. D'ailleurs, les photos que l'on peut voir sur sa chaîne Telegram collent effectivement parce qu'il a fait plusieurs voyages dans les pays de l'ex-URSS. Il y a une autre information, une autre théorie du complot selon laquelle il détiendrait des informations capitales relatives à la CIA. Et c'est pour ça que la France aurait voulu l'arrêter. Alors là encore, théorie fumeuse, pardonnez-moi le terme. Il y en a une autre qui, elle aussi, est reprise énormément par un certain nombre de théoriciens complotistes, selon laquelle il aurait des informations sur Netanyahou, et notamment sur les plans de guerre israéliens. Donc tout ça, évidemment, est à prendre avec énormément de recul, mais c'est toujours la même idée, selon laquelle il détient des informations confidentielles sur un État, sur une puissance. La France ou les Occidentaux essaieraient de s'en accaparer. Voilà pourquoi il aurait été arrêté ce week-end. Bon, voilà, mais ça donne aussi une petite idée de tout ce qui accompagne cet environnement. Aussi, bon. Quand je parle de séisme en introduction, certains vont se dire je suis un peu extrême. Mais Elon Musk réagit. C'est pas rien désormais, Elon Musk, sur notre planète. Je voyais aussi Robert Francis Kennedy Jr., qui est maintenant, depuis quelques heures, soutient Donald Trump, qui vraiment condamne, et on a comme ça beaucoup de figures de la droite. Ça nous dit quoi? Derrière lui, c'est tout un mouvement intellectuel et culturel qui se sent pointé du doigt, qui se sent attaqué. Ouais, je pense qu'il y a ça, mais ça montre aussi surtout le caractère vraiment crucial de cette application sur certains créneaux, en fait. Pour le coup, que ce soit en Russie, où effectivement c'est véritablement une application complètement standard utilisée par quasiment tout le monde, et aussi et c'est devenu une application fondamentale, en fait, pour un certain nombre de clans politiques, on va dire, ou de clans sociaux qui se sont retrouvés plus ou moins bannis d'autres plateformes. C'est le cas, effectivement, un peu des complotistes, notamment ceux d'extrême droite aux États-Unis. Et donc, effectivement, tous ces gens-là, en fait, se sont rapatriés sur la plateforme qui était finalement la moins modérée, en tous les cas avant le rachat de Twitter. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, le fait de s'attaquer, on va dire, au PDG de cet espace de liberté, on va dire, en tout cas, c'est comme ça que c'est considéré. Du coup, ils le prennent effectivement comme une attaque personnelle, et c'est pour ça qu'effectivement, pour un certain nombre de personnes, bon, pour les Russes, c'est voilà l'application du quotidien, mais effectivement, pour toutes ces personnes, RFK Jr., Elon Musk, etc., il y a l'impression finalement qui alimente un petit peu leur théorie du complot que chez les Occidentaux, il y a une volonté de s'attaquer à la liberté d'expression, on ne peut plus rien dire, etc. Donc c'est ça aussi ce qui explique cette réaction. C'est finalement peut-être moins le personnage de Pavel Durov que ce que représente son application. Même question, le casting, entre guillemets, de ceux qui réagissent et prennent sa défense, ça en dit long
sur le mouvement, sur ce qu'il représente désormais à travers la planète ? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, Vera a utilisé un terme qui m'a plu, l'anarchisme. Et je dirais que c'est de l'anarchisme de droite, si vous voulez, qui est synonyme du courant libertarien, qui est cette espèce de tendance à ériger la liberté en valeur absolue, et particulièrement en matière d'expression. Et donc l'immodération, l'absence de modération, mais sur tous les sujets. Et ce qui fait que vous vous retrouvez avec des contenus absolument abominables et la valeur cardinale. Alors, cela dit, pour avoir écouté Pavel discuter avec Tucker Carlson, il dit que sur des faits de terrorisme, là, il a pu, par le passé, coopérer avec des États. Donc moi, ce que je vois se dessiner derrière cela, et c'est le cas avec Elon Musk, c'est que vous avez aujourd'hui, dans ce nouvel écosystème qui mêle à la fois le digital et une pensée libertarienne, vous avez l'émergence de figures, Elon Musk, Pavel Durov, qui rentrent en rivalité directe avec les États, parce qu'ils ont des capacités financières hors normes, qui se chiffrent en milliards, parce qu'on l'a dit, ils ne sont plus vraiment citoyens eux-mêmes d'un État, mais citoyens du monde, parce qu'ils ont accès à une telle quantité de population qu'ils ont un pouvoir d'influence qui va très au-delà de médias classiques. Quand vous avez 1 milliard d'utilisateurs, vous pouvez faire passer des messages. Vous imaginez la puissance d'influence qui est la vôtre. Il faut aussi quand même expliquer que Telegram, c'est pas fait que pour se parler. C'est rarement fait pour se parler. D'ailleurs, oui. C'est plutôt, voilà, une manière. C'est un espace de publication. Autre terme qui m'a fait réagir, quand Jérôme Garraud, et il y a beaucoup de conversations à ce sujet, Jérôme Garraud a utilisé un mot, le chiffrage. Il y a un immense enjeu autour du chiffrage, et notamment en ce qui concerne Telegram par rapport à d'autres moyens de communication, j'allais dire classiques, alternatives, que sont WhatsApp ou quoi. Et donc les gouvernements veulent effectivement les clés de chiffrage, ils veulent ce qu'on appelle le backdoor, c'est-à-dire la possibilité de contourner pour avoir accès à de la data. 2014 a été un moment autour de des contacts d'affrontement clés, précisément parce que, et ça Pavel Durov le raconte très bien, c'est le Maïdan en Ukraine, donc on en revient à un sujet qui est central pour nous, et les Russes disent on veut la data, les infos des types qui organisent ça. Et Pavel Durov dit non. Il dit d'abord l'Ukraine, c'est pas la Russie, et ensuite c'est non là-dessus. Et donc, moment de forte tension. Qu'il soit pro-Poutine ou pas pro-Poutine, je mets de côté la question un tout petit instant. Quelle est l'ambition d'un homme comme lui ? Vous dites, par exemple, qu'il est quasi anarchiste, ultra-libertarien, que c'est une sorte d'homme politique hybride dont on a encore peut-être du mal à tracer les contours. Que nous veut-il ? Est-ce qu'il veut du mal pour aller jusqu'au bout à des démocraties comme la nôtre parce qu'elles ne conviennent pas à une sorte de vision qui se fait du monde ? Est-ce qu'il est un danger pour nos équilibres ? Je ne crois pas qu'en soi il est en danger, mais ses idées, comment il voit le monde, parce qu'il y a deux objectifs qu'il a, en fait, l'objectif de business. Et d'ailleurs, quand il parle à Tucker Carlson, ça se voit très très bien qu'il vend son business. Donc il parle de Telegram comme l'espace de la liberté, parce que pour lui, les autres plateformes, ce sont des concurrents. Donc il faut plutôt souligner que là-bas, il n'y a pas tant de liberté que sur Telegram. Après, il a dit l'idéologie, qui est effectivement libertarienne, anarchiste en quelque sens. Et ici, on voit les limites de cette idéologie, parce que quand même, les Telegram, c'est pas que messagerie, effectivement, c'est beaucoup de l'activité aussi des personnes publiques qui peuvent faire les chaînes de leur information, mais c'est aussi les crypto-monnaies. Et c'est ça qui change beaucoup l'impact de cette messagerie, parce qu'à partir de 2023, Pavel Durov a intégré la crypto-monnaie que tu peux utiliser, tu peux échanger, vendre des choses, vendre des armes, payer les terroristes, etc. Et ici, on voit les limites, qu'il faut quand même quelques contrôles, soit par le réseau lui-même, soit par le gouvernement. Alors, j'ai conscience que ça semble peut-être un peu obscur pour certains encore, mais il faut comprendre que c'est tout un monde dont les enjeux sont en train de devenir absolument considérables pour nous, et ils sont même peut-être en train de commencer à nous écraser un peu. Et donc là, on parle même d'économie désormais quand on parle de crypto-monnaie. Et pour le coup, le point est fondamental. Effectivement, quand vous demandiez quelles sont les ambitions de Pavel Durov, je pense que un peu comme Elon Musk, en fait, son objectif, c'est probablement de faire que son écosystème, en fait, devienne le plus indispensable aux gens de façon générale. Et donc effectivement, à partir de l'an dernier, il avait décidé d'associer finalement son application, son écosystème Telegram
avec une crypto-monnaie qui s'appelle TON. Et qui pour le coup donc effectivement pour permettre des transactions qui finalement échappent elles aussi à tout contrôle. Donc effectivement ça peut être aussi bien des transactions légales que des transactions complètement illégales. Mais là où c'est très intéressant, c'est que cette décision en fait de tenter finalement de créer un écosystème global, elle s'est heurtée. Les États-Unis ont été vraiment vent debout contre cette idée d'avoir des crypto-monnaies TON. Ils ont tout fait pour s'y opposer. Et donc ça rajoute aussi un élément de contexte. Il faut bien comprendre que Pavel Durov et ce qui représente son application Telegram, c'est aussi effectivement une espèce de boîte noire en fait pour beaucoup d'États occidentaux et notamment les Américains. Et effectivement, enfin l'une des façons aussi d'interpréter le fait qu'il se soit rendu en France alors qu'il savait qu'il était recherché, c'est peut-être aussi que les Américains très probablement étaient aussi peut-être sur ses traces. Et il a peut-être tout à fait conscience qu'en étant français, il ne sera jamais extradé aux États-Unis. Bon, le mystère s'épaissit. Quelque chose me dit qu'on va en reparler et pas qu'un peu de cette affaire.